Ok, Rav Zalman, bonjour, comment ça va? Baruch Hashem, très très bien. Baruch Hashem, il fait quel temps à Montréal? Nous, Écoute, ici au soleil. on a quand même un peu de neige et tout, mais franchement, la température n'est pas si grave. Pas si Non? pire, on dit chez nous. Pas Pacifique? si pire. Ok. Ouais. Quand il y C'est a de la neige et on est entre les 0 et les moins 5 degrés, on est au top. C'est-à-dire que tu peux profiter de. ok. Bon, ici, doit faire à peu près 18 degrés Celsius. Super. Ok. Alors, première chose, si tu peux te présenter ta famille. Je sais qu'on a une photo quelque part. Tu viens de m'envoyer. Je vais essayer de la récupérer un instant. Et tu vas me dire, voilà, qui est quoi, dès qu'on peut partager. Alors, Ah, bonjour à tous d'abord, ceux qui nous suivent. Alors, d'abord, un grand merci pour Rav Israël Frankfurter pour cette initiative. C'est un honneur pour moi de participer à cette interview et à cette série qui dure depuis déjà quelques mois, j'ai l'impression, ouais, ouais. euh, peut-être plus. Alors, moi, c'est Zalman Samama. J'habite à côté de Montréal, c'est Brossard, la rive sud de Montréal. Et on est en Shlichut depuis à peu près 10 ans, 9 ans exactement. Et grâce à Dieu, on est parti en Shlichut euh, voilà, à Brossard. Et là, on a dans la photo, on a ma femme et mes 5 enfants. Et justement, quand on a déménagé quelques jours après, quelques semaines après, il y a mon fils Michael qui est né, donc le plus grand garçon dans la photo. Mhm. Et voilà, donc vous avez là les 5 enfants. Le petit, c'était Moshe. Donc il y a Chaya Mouchka, la plus grande, Simcha Beila, Michael, Shmuel David et le petit Moshe Baruch. Oh, Hachem, là, là. Ok, super. Alors, toi, à l'origine, tu es de où? Alors moi, je suis de Strasbourg. Pour ceux qui connaissent un peu D'accord. Strasbourg, Samama, la famille Samama, c'est quand même. Mes C'est une parents, ils ont légende. le Chabad, ils ont le Bet Chabad, ils ont l'école, ils ont le centre universitaire. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi je suis arrivé en Shlichut moi aussi, vu que depuis, mon- depuis que je suis petit, j'ai vécu dans cette ambiance, dans une maison où on a constamment des invités, des gens, des cours, des shiurim et tout. Donc voilà, de Strasbourg, j'ai fait les Shiva un peu comme tout le monde, différents pays. Et puis ma femme qui est de Montréal, c'est ce qui m'a un peu attiré vers le Canada. Et on a déménagé à Montréal, mais très vite, quelques années après, on est sorti en Shlichut sur la rive sud. Mhm. Ok, super. Alors, parlons un peu de la communauté. Je ne sais pas si techniquement c'est Montréal, c'est pas Montréal. Tu me guides. Alors la rive sud, c'est une bonne question ça. La rive sud, c'est la rive sud de Montréal, mais on est très différent de Montréal. Tout simplement, il y a un pont qui nous sépare. C'est le pont Champlain. D'ailleurs, tous ceux qui voyagent de New York à Montréal, ils doivent passer par ce pont. Mhm. Et c'est comme le pont, là, à traverser ce pont, c'est comme si tu traverses, tu vas dans un autre pays. Donc c'est un peu comme, c'est Bené Souris, Loyal ou les Romis, là, un peu ce machal. Les gens de Ok, la rive sud, ils sont très, très dans leur truc. Ils n'aiment pas partir à Montréal. C'est pas seulement une question de distance, c'est aussi une question de trafic. D'abord, il y a beaucoup d'embouteillages, mais c'est surtout mentalité. Brossard, c'est un peu la campagne, c'est les terrains verts, c'est le jardin. Chaque maison elle est entourée de son jardin. Les gens ils prennent soin de leur voiture, ils cirent les jantes de la roue. Et puis quand tu arrives à Montréal, c'est complètement une autre ambiance. C'est les trous dans les parterres, et les mauvaises herbes qui poussent devant le truc. Les gens, ils n'aiment pas vraiment aller à Montréal, les gens de la rive sud. d'accord. Ok. Alors, donc c'est différent, c'est indépendant. Alors, quelle est la vie juive, la communauté là-bas, à Bossa? Alors, il faut savoir qu'avant qu'on vienne à Brossard, il y avait, je dirais, pratiquement rien, même qu'il y avait quelque chose un petit peu ici, et pratiquement rien. C'est-à-dire qu'on parlait d'une liste de quelques dizaines de juifs, euh, vraiment pas de prière Shabbat, pas de minyan, c'était même pas pensable, un minyan, pas de synagogue, c'était vraiment euh, Eretz Lozrua. C'était vraiment une terre
fraîche. On est Mhm. venu ici et on a eu c'était un challenge quand même parce que euh, on avait quand même quelques connaissances des gens, etc. Mais aujourd'hui, 9 ans plus tard, bon, malheureusement, le Covid, il nous a vraiment beaucoup ralenti. Bien sûr, Et là, on oui. fait beaucoup de Zoom, mais par distance, comme tout le monde. Mais si on se compare avant le Covid, juste avant le Covid, on commençait à avoir minyan une ou deux fois par mois, ce qui est énorme, parce que même une fois dans l'année, un minyan, c'était Chidouche Gadol. On Tu parles de commençait à avoir Shabbat, des minyanim. Shabbat ou dans la Le semaine? Shabbat, Shabbat, je d'accord, ok. parle le Shabbat. La semaine, Mhm. c'est pas encore dans l'agenda. D'accord, Je parle ok. le Shabbat. Le Shabbat matin, les gens ils viennent, on sort le Sefer Torah, c'est un grand chidouche. Mhm. Et mis à part ça, c'est seulement, si on veut, le résultat. euh, parce que on sait bien, pour avoir un minyan, il faut 10 hommes. Donc après ça, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les familles. Donc d'avoir un minyan, c'est 12-13 hommes. C'est un total de 25, des fois 30 personnes. Ouais, C'est super. énorme. On Mhm. présentait il y a 9 ans, les grands événements qu'on faisait, on avait 25 personnes, on était contents. Donc le changement, il est dû, bien sûr, au fait que petit à petit, les gens ils commencent à nous connaître, des gens qui étaient déjà là, quelques nouvelles personnes qui déménagent, mais surtout, c'est que beaucoup de gens qui avaient une vue de la religion très, comme chacun a sa perspective sur quoi que ce soit, ils viennent, ils découvrent un nouvel aspect de la religion. Je ne sais pas si. Bon, on essaie de ramener beaucoup le côté simcha, le côté sympathique, beaucoup Ouais. de shiurim, beaucoup d'enseignements, découvrir comment la Torah, elle voit les choses de la vie. C'est comme si à chaque étape, les gens, ils ont une fenêtre, une nouvelle lumière sur leur vie. Mhm. Et quand je dis les gens, je parle de moi aussi. Parce que finalement, c'est pas comme si que moi, j'ai déjà tout découvert. Je suis encore loin d'avoir tout Mhm. découvert. Et, euh, et voilà, c'est comme si qu'on grandit ensemble, on découvre ensemble. Et les gens, ils sont capables d'améliorer leur vie, pas seulement de Torah, mais leur relation de couple, leur relation avec les enfants. Je sais pas, quand tu apprends par exemple sur Kibbout Avahem, automatiquement, tu as une nouvelle perspective sur comment respecter tes parents. Bien sûr. Même des gens très bien, des gens bien, qui sont très honnêtes et tout, mais s'ils n'ont pas c'est comment la perspective de la Torah par rapport à ça, eh ben, ça peut faire une grande différence dans la façon comment ils vont agir. Et donc, toutes ces choses-là, c'est comme voilà, des petits interrupteurs qu'on allume ensemble. Et voilà, on s'amuse, on s'éclate bien. Moi, j'ai une communauté, vraiment, on s'éclate, on kiffe. D'ailleurs, en parlant de kiff, il y a déjà 2 ans à peu près, j'ai ouvert un groupe WhatsApp Ouais. pour les gens qui viennent de Shabbat. Donc, parce que je ne veux pas saouler tout le monde à chaque fois ce qui se passe Shabbat et tout. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas, ils ne sont pas. Alors, chaque fois qu'il y en a un qui commence à être régulier, je le rentre dans le groupe. Le nom du groupe, c'est les kiffeurs du Shabbat. Ok. Ce n'est pas le slogan de notre bête rabat, mais on peut dire que ça a fait partie. Ça fait partie. Ok, c'est super. Ok. Alors, j'allais te poser la question si c'est plutôt une communauté francophone ou anglophone. Je pense que tu m'as répondu en disant que c'est le nom du groupe, c'est les kiffeurs de Shabbat. Donc, c'est plutôt des francophones. Ah, allô, allô. Ah, Ah, on est revenu. Ok. Je te demandais, c'est une communauté qui est plutôt francophone, anglophone. je dirais anglais, enfin, indépendamment. Ça arrivait même des situations où, quand je fais mon chiour, je fais français et anglais en même temps. Comme ça, D'accord. Là, dernièrement, il faut dire, comme je fais beaucoup sur Facebook, j'ai beaucoup de gens de France qui me suivent. Mhm. On garde quand même le français un peu plus accentué dans les shiurim spécialement. Mais en termes de communauté, c'est les deux langues. C'est les deux langues. Ok. Ta femme parle français aussi? Ma femme, ouais, bien sûr. Ok. Je sais pas. Je sais que beaucoup dans la communauté, je veux dire, anglophone ne parlent pas nécessairement le français. Une petite anecdote peut-être un peu privée, mais première Ouais. fois que sorti en shidduch avec ma femme, moi je Mhm. connaissais ses frères en fait. Et avec ses frères, et si je me rappelle bien, je parlais en français avec ses frères.
elle est rentrée dans la voiture et elle a commencé à parler anglais. Alors je lui ai dit, si c'est possible, parler français. Moi j'ai dit ça comme ça, tout naturellement. Je n'ai pas réalisé que cette phrase aurait pu faire une décision sur les prochains 15 ans ou plus de ma vie. Ok, c'est là. Ok. Voilà. Vous parlez en français maintenant ou en anglais? Je parlais avec ma femme en français, En français, ok. avec les enfants en français, mais ma femme, elle parle avec les enfants en anglais. Donc on essaie de garder ça pour que les enfants puissent apprendre les deux langues. Moi j'ai une histoire presque comme ça avec Strasbourg d'ailleurs. Avant d'arriver à Miami, ma première offre d'emploi, disons, c'était à Strasbourg. Il y avait le Rav Vince Bacher, si je ne me trompe pas, qui prend sa retraite et ils m'ont proposé de reprendre la synagogue. Bon, comme tu le sais, ça ne s'est pas fait, parce que tu ne m'as pas vu à Strasbourg et que je suis à Miami. Mais j'allais rencontrer des Balei Batim. Et pour une raison ou une autre, je ne sais pas, la première phrase qui m'est sortie, c'est Hello, how are you? Un truc comme ça, enfin en anglais. Alors les gens se regardent, mais est-ce qu'ils parlent français aussi ou ils parlent juste en anglais? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai parlé en anglais à ce moment-là, mais bon, voilà. OK. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à cet endroit-là, à Brossard? Ok, donc nous on habitait à Montréal. Bon, déjà à Montréal, je travaillais dans une école que je travaille toujours. Et bon, on avait quand même la maison quand même assez ouverte. On avait des gens en Shabbat la semaine. Chaque fois qu'il y avait une fête, on était toujours les premiers à ramener les chaises et les tables des voisins. Mais évidemment, euh, moi, je voyais la shlichut comme une vraie shlichut, donc développer un endroit. Donc, j'ai commencé moi-même à rechercher un peu différents endroits. Et Brossard, c'était pas le premier endroit. Je connaissais même pas Brossard à l'époque. Et j'étais déjà impliqué dans quelques endroits. J'essayais de développer une université, un quartier, etc. Et puis, c'était à mon anniversaire de 28 ans, Rafret Koach. 28 ans. Il y a un bon ami que vous devez certainement connaître, David Levin. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a déjà été interviewé, mais certainement il doit faire partie des interviews. OK, on en parlera, tu me donneras ses contacts. Québec City, francophone, David Levin. Vous devez connaître, il était à Nice avant, il y a très longtemps. Hein. Et il vient me voir il vient en Farbringen et on discute. Je ne sais pas de quoi en parler. Et il me dit, dis-moi, tu cherches à sortir en Schlichut? Je lui dis, ben oui, bien sûr. Il me dit, pourquoi tu ne vas pas à Brossard? Je dis, je ne sais même pas, j'ai jamais entendu le mot Brossard. Il m'a expliqué un peu la situation. Lui, il avait un peu un rapport avec Brossard parce qu'il prêtait un Sefer Torah à la communauté de Brossard qui, comme je l'ai dit, il n'y avait pas grand-chose, mais de temps en temps, ils avaient un Sefer Torah dans un Aaron qui attendait là-bas. Ouais. Mm-hmm. Et il prêtait un Sefer Torah de sa communauté de Québec. Anyway, à partir de là, il m'a mis en contact avec une ou deux personnes. Pendant un an, j'ai commencé à visiter Brossard. En fait, je visitais la rive sud. Je n'étais pas encore sur quelle ville, je ne connaissais pas. Et j'allais dans une rue et je toquais aux portes, au hasard. En vérité, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Et pendant un an, une fois par semaine, je prenais une après-midi juste pour aller à la rive sud. Bon, ça. Et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, je dois mentionner quand même Moshi Cohen, qui est aussi un Chabad de Montréal, qui était impliqué un peu avec la communauté ici, mais qui ne pouvait pas s'impliquer davantage. Donc il m'a dit, regarde, je connais telle et telle personne, commence avec ça, tu vas peut-être… Donc j'ai commencé un peu, voilà, fil en aiguille. Finalement, on a toute une histoire, mais je ne sais pas combien d'interviews elle doit être, mais une longue histoire, comment on a fait notre premier événement. Premier événement à la rive sud, par un miracle, un vrai miracle. On a fait un deuxième événement, un miracle aussi. Et lorsqu'on a fait ce deuxième événement, c'était un Shabbat, Motzei Shabbat, j'ai regardé ma femme, ou ma femme elle m'a regardé, ou les deux, je ne sais pas. Et on a dit, ils ont besoin de nous ici, et on doit, ça ne suffit pas de venir de temps en temps, il faut qu'on crée quelque chose de permanent. Et à partir de ce jour-là, on a commencé à rechercher là-bas. j'ai loué, machin truc, et bon, on a acheté une maison ici à Brossard. Tu peux partager le premier miracle ou le deuxième? Bon, je vais vous raconter l'histoire rapidement. OK. C'est que
En fait, je visitais quelques personnes. Ok, on parle d'une liste de 10 personnes comme ça. Mais les gens, ils étaient quand même contents de me voir. Donc, ce n'est pas vraiment la quantité, c'est la qualité. Des fois, je passais 1 heure chez quelqu'un, on s'assied comme si, je sais pas, comme si les gars, il avait la visite de quelqu'un, d'un rabbin, quoi. Ils n'ont pas de rabbin. Je viens, on s'assoit, on discute, machin, feeling, truc. Bon, ça arrive pour Purim. On est 3 semaines avant Purim, mais je dis à ma femme, ça serait sympa si on fait une fête de Purim. Ouais. On lit là. Bon, maintenant, il faut trouver un endroit. Alors, je pensais à quelqu'un, je vais le voir et tout. Il me dit, ah non, c'est pas possible. Je crois qu'il n'était pas là, il n'a pas répondu, je ne me rappelle plus. Bref, on est 2 semaines avant Purim. Maintenant, je vous rappelle qu'une fois par semaine, j'allais visiter. Et j'ai travaillé tout le temps, hein. J'avais un full-time job, donc j'ai demandé à mon job de me. J'ai quand même quitté le job pour une demi-journée pour Mhm. ça. Donc, j'étais limité en termes de temps. Alors, c'était 2 semaines avant Purim. Je Mhm. suis en route pour Brossard, pour la rive sud. Et là, je me dis dans ma tête, si on trouve une place pour faire Purim, alors là, j'ai une semaine pour préparer un petit flyer, pour préparer, annoncer aux gens et tout. La semaine d'après, je vais visiter tout le monde et je leur montre ce qu'on fait. Et la semaine d'après, c'est Purim. Ouais. Si j'arrive pas à trouver une place, c'est mort. C'est fini. Ouais. Donc, je suis en route. Maintenant, en route, j'ai ma belle-mère qui m'appelle, qui me dit, regarde, je connais un gars qui s'appelle, il ne s'appelait pas Zalman à l'époque. Aujourd'hui, il s'appelle Zalman aussi, ce gars. Euh, Bref, un Russe, sa femme qui se convertit, truc. Il est relié avec un peu la communauté juive, va le voir. Je vais le voir. Je vous fais l'histoire rapide quand même, hein, D'accord. condensée. Ouais. Je m'assois, on discute. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, truc. Je lui dis, tu sais quoi, il y a Purim dans 2 semaines. C'est la dernière occasion pour trouver une place. Lui, c'était impossible de faire chez lui. C'était dans un appartement, un petit truc. Je lui dis, tu sais pas si on. Qu'est-ce que tu en penses? Il me répond, il me dit, je connais un juif ici qui est coiffeur. Je ne sais pas s'il est juif, mais il a une mezouza devant son salon de coiffure. Je dis, OK, on y va. Sur place, le jour même, je vais. Le gars, c'est un gars, la première fois que je le rencontre, je lui explique ce qu'on a envie de faire. Il me dit avec plaisir, mon salon de coiffure, on va le garder pour le soir de Purim pour lire la Megillah. OK. Je reviens à la maison, je fais un flyer, il faudrait que je vous le partage, c'était notre premier flyer qu'on fait. Ok. J'ai un sponsor qui a sponsorisé la fête, ça a coûté $500, hein, c'est les petits budgets. Ou je sais pas, $200, je ne sais même pas, peut-être $50. Ouais. On a un truc. Maintenant, la grande surprise, c'est que, bon, il y a plusieurs histoires. C'est d'abord ce gars-là. Aujourd'hui, je ne suis plus en contact du tout avec lui parce qu'il n'était pas juif. C'est quelqu'un qui était très sympathisant à la communauté juive. Il avait mis mezuzot dans son salon et tout. Mais mieux que ça, avant d'arriver, lui, il a recherché c'est quoi Purim. Et moi, je ne m'attendais pas. Moi, je pensais qu'on allait venir. C'est un salon de coiffure. Et on va lire la Megillah. Et Ouais. lui, la veille, il a enlevé toutes les chaises, tous les parfums et les pommades de guitare. Franchement, c'était une super fête. Moi, j'ai kiffé. Les gens qui étaient là, ils ont kiffé. Et, et c'était notre premier événement. Premier événement. Magnifique. On est revenu à la maison satisfait. On a eu du monde. Il faut que je regarde, j'ai les photos là, je peux vous Ok. ouais, je vous montrerai. Ça, c'était notre premier événement qu'on a fait. Donc, c'est vraiment un miracle parce que ça s'est joué sur le dernier jour de ma visite à la rive sud. Et Ouais. on a eu un miracle, ce beau salon, ce gars qui nous a prêté ce salon. Ça, c'était la première histoire. Deuxième histoire, c'était euh, quelques mois après. C'était aux alentours de Pessah. Il y a Mhm. eu, vous vous rappelez certainement de l'histoire à Itamar où la famille Fogel a été massacrée. Ouais. Ouais. Il me semble que c'était juste après Pessah ou juste avant Pessah. Probablement juste après Pessah, une Je me semaine après rappelle. Pessah. Un Shabbat, je crois, juste après Pessah. Et nous, on a, comme tout le monde entier, mais personnellement, moi, j'ai été très, très, très touché par cet événement. Et on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai oublié de dire que juste avant, pendant que je faisais ma visite, j'ai rencontré un gars. Et c'était un gars qui est quand même sfarad, un peu traditionnel comme ça. Et Mhm. il m'a dit, lui-même, il m'a proposé, il m'a dit, si tu veux faire un jour Shabbat à la rive sud,
je te prête ma maison. Enfin, tu peux être invité. Ouais, Donc, elle me dit ça, je dis, ah, merci, c'est gentil. Tu sais, les gens, ils te proposent des choses, tu dis merci. Tu vois pas. bien Et sûr. ouais, il y a cette histoire avec Fogel. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, puisque ça s'est passé un Shabbat. On a dit, on va faire un Shabbaton à la mémoire de la famille Fogel, Mhm. de Itamar. On a fait un flyer aussi, un petit truc, un petit. Hein. Ouais, ouais. Et on a envoyé des emails à tous les gens qu'on connaissait et on a distribué. Et le choc, c'est que les gens, ils réservent, ils réservent. Bon, quand je dis ils réservent, on parle de 8, 9 personnes, mais c'est énorme. Encore une fois, j'ai une liste de 20 personnes. Euh, combien de gens qui vont réserver un Shabbaton? Bien Quand tu as une sûr. communauté de 500 personnes, tu en as 50 qui réservent. Ouais, ouais. Non. Et les gens, oui, oui, oui. Mais les gens, ils ont été choqués aussi par l'histoire de Fogel. Et je sais pas, c'est venu comme ça, comme boum, ça a frappé. Les gens, ils ont réservé. On a préparé toute la nourriture. On est venu chez cet ami qui s'appelle Samuel El Grabli, qui fait toujours partie de notre communauté. On a ramené toute la nourriture. On a ramené un Sefer Torah. Il me semble qu'on n'a pas utilisé Sefer Torah parce qu'on n'a pas eu Minyan. On avait quand même Sefer Torah. On a ramené des sidorim. On a ramené tout ce qu'il faut comme ça. Et on s'est installé. Et on a fait vendredi soir. Vendredi soir, on était, il me semble, 15 personnes à table. Ou 20 personnes. 10 à 20 personnes comme ça. Mhm. Et c'était pas, encore une fois, c'était pas la quantité des gens. C'est Ouais, qu'on est assis. Tous les gens qui viennent, il faut réaliser, c'est des gens que ça fait 30 ans qui sont passés un Shabbat. Ça fait des fois 20 ans, 50 ans qui n'ont pas vu une kippa, qui n'ont pas parlé hébreu, qui n'ont pas entendu Veil Roulou. J'ai fait Kidouche comme ça. Tu voyais comme ça, c'est comme dans un film, comme ça. Tu voyais tout le monde. Tu voyais l'ambiance, comme elle a été épaisse. On a fait motzi. Les gens, ils ont mangé. À un moment, on a fait un tour de table. Chacun a partagé. Puis chacun a raconté son histoire. Et ça, c'était la folie. Même jusqu'à aujourd'hui, après 10 ans, 9 ans là, on n'a jamais eu je pense pas qu'on a jamais eu un Shabbaton, on a fait plusieurs Shabbatons, mais une intensité comme ça, qui était palpable dans l'air, des gens en larmes, et comme ça, qui racontent. Et le message, c'était Zalman et Sterna, si vous êtes capable de faire quelque chose ici, ça serait notre miracle. Notre miracle à nous, c'est si vous êtes capable de faire quelque chose ici. Et comme ça, le lendemain, Shabbat, on a aussi eu quelques personnes qui se sont présentées, moins que le vendredi soir. mhm. Mais encore une fois, intense. Les gens, ils ont prié, ils ont ouvert le livre. On avait bien sûr avec la traduction et tout. Bref, on a repris les bagages samedi soir. On a rentré dans la voiture. On a pris la route pour retourner à Vézina, la rue où on habitait à Montréal. Ouais. C'est à ce moment-là, je pense qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas ne pas déménager. Parce qu'on doit être là-bas Shabbat. On doit donner aux gens. Et aujourd'hui, on a, bon, Hachem, près de 300 adresses sur la rive sud. Et on a des shiurim, des gens qui progressent, des gens qui commencent à garder Shabbat, Tfilin, des appels pour mettre des mezuzot. Enfin, en Ouais. 9 ans, c'est sûr, rien à voir avec ce début. Mais tout a commencé avec ce. Avec ce Shabbat. Wow. Wow. Alors, en parlant de ce que vous faites, quelle est une journée typique pour toi au Bet Chabad? Alors, soit avant Covid, soit maintenant? Alors, moi, je vais vous dire, en général, depuis que j'ai déménagé à la rive sud, j'ai toujours gardé un job, un Mhm. full-time job. Ça veut dire que ma journée typique, c'est je vais. Bon, là maintenant, je travaille mi-temps à Yavne. J'ai un autre travail aussi, je travaille avec Charity et je suis en contact avec plein d'organisations. Je les aide à préparer leur fundraising, etc. Mhm. Mais voilà, ma journée, c'est faire mon job, m'occuper de ma famille. On a bien sûr ce qui est fixe, c'est le mercredi soir, le cours dès le mercredi. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais on a un cours spécial dès le mercredi que beaucoup de monde suivent. Mhm. Euh, on a le Shabbat matin, quand le centre est ouvert. Bon, là, on a une alerte rouge, on a fermé, mais on a le Shabbat matin, on est là tous les Shabbats. Mhm. Choulant. Euh, on a les activités dimanche matin pour les Hebrew School. On a une dizaine d'enfants qui sont inscrits. Cette année, on a rajouté un programme. C'est à part le Hebrew School, c'est un programme, on appelle ça GTA. C'est Jewish Through the Art.
Donc, c'est de l'art, découvrir le judaïsme à travers l'art, qui réunit encore plus d'enfants que les Blue School. Et bien sûr, des cours de bar mitzvah avec certains enfants, des rendez-vous avec des gens pour poser des mezuzot, des gens qui veulent juste discuter de tout et de n'importe quoi, des gens qui ont des Ouais. questions, des gens qui ont des soucis. Donc, je suis disponible au téléphone n'importe quand, certains moments fixes au Chabad ou par téléphone, par Zoom. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien décrit ma journée, mais ça c'est un Ouais. peu journée type. Ouais. On jongle Euh, avec pas mal de choses quand même. ouais. Est-ce que ton épouse est impliquée dans ça aussi ou elle a ses choses à elle? Alors, mon épouse, en vérité, comme je l'ai dit juste avant, j'ai toujours eu un full-time job à OK. part le travail. Et en fait, ce qui permet, j'ai envie de dire ce qui m'a permis, mais en fait, c'est pas moi, c'est ce qui permet au Chabad de se développer, c'est vraiment le travail de ma femme, qui fait en fait, qui fait la majorité quand il y a un événement. Par exemple, là, on a eu Hanouka, on a fait Hanouka drive-in, donc les gens ils viennent en voiture, ils restent dans la voiture ou ils restent à côté de la voiture. On a eu plus de 60 voitures. Donc 120, 130 personnes, une ambiance magnifique, les gens qui étaient super contents, avec des spectacles et des concours et l'allumage et le chef de police, le représentant de la police qui est venu. Bref, je n'aurais jamais pu rien organiser de tout ça si ce n'était pas Ah. ma femme qui est derrière toute l'organisation. Moi, je Mhm. suis là pour faire le show, mais celui qui prépare le show, c'est ma femme. Ah, OK. D'ailleurs, elle n'est pas très contente. Elle me dit, dis-moi, c'est moi qui bosse et c'est toi qui prends le crédit. Bon, alors voilà, on lui donne le crédit ici, sur cette plateforme. Voilà. OK, OK. On a quelques photos que tu m'envoies, on va partager. Tu vas me dire un peu de quoi il s'agit. J'imagine que c'est avant Covid. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça a l'air d'être... Alors, ok, là on voit, ça c'est la fête de Hanouka de l'année d'avant, ça. Hanouka de l'année dernière. D'ailleurs, vous voyez une photo avec la police en bas, on est en très bon contact avec la police. Mhm. Mais en fait, c'est pas nous qu'on est en très bon contact, c'est que la police ici, ils ont pris une initiative de créer des programmes pour les communautés. Ça va être trop long pour expliquer, mais c'est incroyable. C'est quelque chose, un ridouche énorme que la police, elle se soucie comment une communauté fonctionne pour les aider et pour si on veut, adapter les règlements, etc., par rapport aux besoins d'une communauté. C'est quelque chose de magnifique. On a aussi quelques photos avec des non-juifs dans la photo ici. Mhm. On a aussi un programme qui est pas mal avancé pour les blés noirs. Donc, les blés noirs, D'accord. c'est les non-juifs qui apprécient la Torah, qui veulent connaître Ouais. les valeurs de la Torah, qui ne veulent pas forcément se convertir. Il y en a qui, s'ils veulent, ils veulent, Mhm. mais qui veulent apprendre la Torah, qui veulent connaître la Torah, qui veulent savoir les lois de Noir. Et Ouais. on fait quelques événements spécialement pour eux, mais de façon générale, on a beaucoup de Noachites qui vont, des Bnei Noach, ou n'importe comment on les appelle, qui vont participer à nos événements également. Très intéressant. Donc, OK, c'est pas dans les photos ici, ça doit être. C'est toujours la fête de Hanouka. Ouais, en haut, il y avait une photo avec un Ah, bon plus ou ami moins, Bnei alors. Noach. Là, ici au Ah, milieu, c'est ici? Timothée. Ouais, exactement, Timothée. Et aussi à côté, c'est des Bnei Noach D'accord. qu'on apprécie énormément, qui font partie vraiment de notre communauté. J'ai eu une expérience, j'ai pas beaucoup d'expérience avec le Bnei Noach, mais on a fait une fois un Shabbaton, je m'occupais d'une high school. Et on a fait un Shabbaton quelque part. Il y avait dans un Bet Chabad, il y a un Ben Noach qui est venu et qui a fait Fabien Judas avec les jeunes pendant une heure et demie. Il parlait de l'unité de Dieu et des Yanim de Chassidut. Et après, on l'a accompagné. Et c'était drôle. Après un Fabien où il est en train de parler de Bachum, qu'il faut étudier la Chassidut, qu'il faut apprendre Dieu. Et après, il rentre dans sa voiture. C'était une expérience un peu bizarre. C'est ça qui est impressionnant chez les Bnei Noach. Ouais. En même temps, il connaît bien sa position. Le Bnei Noach, il doit connaître bien sa Ouais, position. Mais souvent, c'est eux qui ramènent cette énergie dans le Bet Rabbad. Même des fois, un absolument. Shabbat, ils disent, mais le Shabbat, c'est un cadeau. Tu vois. Souvent, pour un juif, c'est de ne pas venir en voiture, tout ça, c'est pas toujours le grand cadeau. Ouais. Mais il ne se rend pas compte le cadeau que vous avez. Tu vois, cette énergie, Ouais. Ouais. elle est très forte. Ok. Bon, là, tu C'est vois des Hanouka. photos de Hanouka l'année dernière. On avait plus que une centaine de personnes dans cette photo. Tu as même des gens Ouais. qui sont pas là, parce que ça, c'est notre betrabad. Il n'y avait pas assez de place. Les gens, ils ne Ouais. pouvaient même pas s'approcher au buffet. Il y avait un buffet.
on ne pouvait pas s'approcher parce que pour s'approcher, il fallait prendre 15 minutes. Donc là, on a quand même, on voit notre Betrabat qui est ouverte seulement depuis 1 an et demi, qui Mhm. déjà, à certains moments, qui déjà s'avère être un peu trop petit déjà. Baruch Alors, Hashem. Bon, plus le grand. gars avec la veste rouge là que vous avez ici, c'est Samuel El Grabli. C'est chez Ouais. lui qu'on a le premier Shabbaton. Ouais, Donc voilà, Shabbat. Ok. il y a un grand crédit à lui remettre parce qu'il a fait partie de cette graine qui a poussé. Super. Bon. Donc alors ça, c'est les Ah, là, âges. voilà, ça, c'est des enfants, des familles. Ça, c'est un autre événement pour femmes que ma femme elle a fait. Euh, voilà, je dis que ma femme elle est beaucoup derrière l'événement. Encore une fois, vous voyez ça. Pour vous, c'est peut-être pas trop impressionnant ou plus, je sais pas. Pour la rive sud, d'avoir tant de femmes réunies, c'est du jamais vu. C'est comme du miracle. C'est quelque chose. Ouais. Non. Ça, c'est un Farbringen, ça, Gimel Ouais. Tammuz. On a fait D'accord. un Je vois Farbringen, je l'ai fait sur YouTube. J'ai mis pas sur YouTube, sur Facebook, peut-être qu'il est sur YouTube. On avait fait un long Farbringen jusqu'à 11h du soir, minuit, avec les Voilà. rêves. C'était vraiment. Et là, dans ce Farbringen, vous voyez, il y a des gens francophones et d'autres anglophones. Donc, on a dû traduire tout en français et en anglais. Ok. Super. Alors ça, c'est déjà le Covid. Là, c'est Covid, on visite les gens, on ramène des chalotes, un petit message sur le sac de Shabbat Shalom. Ouais. Euh, Je vois que les enfants sont impliqués. Baruch Hashem. oui, très, très impliqué. Baruch Hashem. Ok, super. Je sais que des fois, comment vous êtes un peu je vais dire la banlieue, mais quand on est dans une grande ville, c'est difficile pour les enfants d'être impliqués. Parce que déjà, il y a une organisation en place. Et je parlais avec quelqu'un, avec un shliach, il m'a dit justement, pour lui, bon, il était dans une ville. Il dit, mes enfants, bon, ils vont au Cheder, ils vont à l'Eshiva, et dans la synagogue, il y a le rabbin, il y a le président, il y a le truc, et ils ont du mal à trouver leur place. Et c'est peut-être plus facile pour toi. Ouais, c'est sûr que l'avantage ici, c'est vraiment. Un des avantages, c'est que je suis vraiment indépendant. C'est notre bête à base. On Ouais. dépend de personne. Des fois, ma fille, quelquefois, je l'ai fait parler au Shabbat. Une fois, un Shavuot, elle a fait tout un Dvar Torah. Mais des fois, mes enfants, ils viennent avec moi, le garçon. Là. On essaye de changer pour que chaque enfant à son tour, il puisse avoir l'expérience de la shlichut qu'ils adorent Mhm. et leur donner le bon goût de ça. La shlichut. Alors pourquoi partir en shlichut? Qu'est-ce qui te motive? Euh, Franchement, c'est très simple. D'abord, j'ai grandi dans une famille de shliach, donc c'est quelque chose de rien de plus naturel pour moi. C'est comme le fils d'un docteur, il va être docteur. Il a vécu Ok. là-dedans, ça parle de ça toute la journée. Bon, après, il y a aussi un côté spirituel, enfin, spirituel, pas spirituel, mais la shlichut, c'est quand même une façon d'avoir un impact sur beaucoup de gens. Euh, D'avoir une communauté, de voir les gens. Moi, une chose qui me fait beaucoup plaisir, c'est quand je vois une personne qui est dans une situation difficile et des fois, rien qu'avec un certain contact avec nous, ou peut-être en venant, en commençant à faire une mitzvah ou quoi que ce soit, sa vie, elle commence à s'améliorer, comme il voit un nouvel espoir dans. Ouais, on a perdu. Il avait une mission qu'il a donnée, d'ailleurs, c'est bientôt Yujvat. Le Oui. premier de Tafshin Yud tout est écrit déjà. Le rabbi le dit clair dans un des Otiyot, que aller dans une ville, c'est je pense le 8e ou 9e chapitre, partir dans un endroit que les gens ils ne connaissent pas Aleph Bet Mhm. et leur apprendre le Aleph Bet. Et pas seulement leur apprendre le Aleph Bet, mais leur montrer comment Dieu, quel olam, que Dieu il fait partie du monde, c'est pas deux choses, c'est une seule chose. Alors ça, c'est ça vraiment la mission de notre génération. Donc ça en vérité, c'est la shlichut du rabbi, c'est la mission du rabbi. Et pour moi, d'en faire partie, c'est un mérite. C'est sûr, c'est sûr. Quelles sont, d'après toi, les difficultés particulières que tu as dans ton Beit Rabad ou dans ta ville? Euh, Difficultés, ok. J'ai parlé de deux difficultés. D'abord,
pour ceux qui commencent, par exemple, au début de ma shlichut, on avait une difficulté, c'est que tu fais beaucoup de choses, tu donnes beaucoup d'efforts, tu sens une grande responsabilité sur toi et pas forcément que tu vois les fruits de ton résultat dans les premières années. Et ça, c'était une difficulté à l'époque, pas aujourd'hui. Bon, c'est toujours relatif. Mais Ouais. si tu veux, par exemple, une fois, on avait préparé toute une fête de malades. On avait commandé des beignets, c'était Hanouka, je crois, ou je sais pas, ouais, je crois que c'était Hanouka. Des latkes, des machins, décorations et tout. On s'attendait à avoir 60 à 80 personnes. On a eu 18 personnes, tu vois, 12, je sais pas, je ne me rappelle pas. Bon, je ne Ouais. veux pas exagérer dans les chiffres. Je suis passé par là aussi. Ouais. Euh, tu fais des shiurim, tu fais des trucs, mais tu ne vois pas le résultat. Le résultat, il est venu quand même quelques années plus tard. Et Ouais. surtout, quand on a ouvert notre Bet Rabat, le jour où on a ouvert notre Bet Rabat, malgré qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont découragés, ils se sont dit, mais qui va venir? Regarde, Shabbat, tu n'arrives même pas à avoir 3 personnes. Parce qu'au début, on faisait tout chez nous, hein, je le précisais. On a Ouais. acheté une maison avec j'avais une petite salle. Quand j'ai cherché la maison, je cherchais un endroit où on peut avoir aussi une petite. Donc, on a été beaucoup découragés par différentes personnes. Bien sûr, il y a d'autres qui nous ont énormément encouragés dans tous les domaines, incluant financièrement. Et quand on a ouvert le Beit Rabat, c'est là où on a commencé à voir le résultat. Que les gens ils commençaient à venir régulièrement. Parce que chez moi, à la maison, les gens, ils pouvaient, tu sais, des fois, ils venaient et il y avait les enfants qui n'étaient pas encore. Tu sais, Shabbat matin à 9h30 du matin, les enfants, ils sont encore en pyjama, tu vois, ou Ouais, ouais, ouais. ils descendent, le bébé qui pleure, le machin. Donc, tu es là dans la salle, tu essayes de prier. Moi, je dois sortir parce que truc, il y a une urgence. Et bien sûr, ça nous faisait plaisir que les gens y venaient. Mais concrètement, les gens, tu voyais que un jour, un gars, il n'est pas venu. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il me dit, ah, je ne voulais pas te déranger, tu vois. J'ai envie de dire, mais non, ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas, parce que Bien finalement, sûr. ça te dérange un peu, même que c'est un dérangement que tu le fais avec plaisir. Bref, quand on a ouvert le Chabad, c'est là où on a commencé à voir vraiment les fruits, les gens qui adorent, qui viennent, des Shabbatons, des trucs. Ça commençait à vraiment, on commence à s'éclater. Si on parle de difficulté aujourd'hui, présentement, je pourrais dire que la difficulté que j'ai, c'est qu'on a quand même beaucoup de contacts, beaucoup de juifs qui sont là. Et aujourd'hui, on travaille quand même, ma femme et moi, tout seul. On a des gens, des volontaires qui nous aident, mais on n'a pas quelqu'un qui nous aide constamment. Ouais. Et ce manque d'assistance, ce manque même d'avoir une secrétaire ou d'avoir quelqu'un qui va nous aider à long terme, ça veut dire que tout retombe sur nous. Du coup, c'est très difficile pour moi de garder contact avec tous les gens de ma communauté. Pourtant, j'aurais envie. C'est-à-dire que, par exemple, chaque fois, le dimanche, je dis à ma femme, bon, cette semaine, j'ai 25 personnes que je dois appeler. C'est des gens que je sais que je dois appeler parce qu'on devait suivre une discussion. Tout ce qu'on devrait faire. Et malheureusement, Yeah. OK. Tu m'entends? Parce que le son a coupé un peu. OK. De l'autre côté, alors, avec les difficultés, comment rester motivé malgré toutes ces. Allô? oui, oui, voilà, je vous entends là maintenant. OK. Alors, comment rester motivé quand il y a des challenges et des difficultés? Comment est-ce que vous faites? Bon, le challenge, ça me démotive pas. Franchement, ça me démotive pas le OK. challenge. Donc, la motivation, elle est là. On fait les cours, les gens, ils sont là. Mercredi, des fois, je me dis, bon, cette semaine, je ne peux pas faire le cours. Je reçois un message le matin. Est-ce qu'il y a cours ce soir? On n'a pas reçu le message. Je dis oui, il y a cours. Je ne vais pas dire non. Donc, D'accord. voilà. C'est le genre de choses qui me garde motivé. Euh,
voilà, la vérité, les gens, ils nous apprécient beaucoup, ils nous aident dans beaucoup de domaines. Et bon, évidemment, bon, après, bon, il y a plein de choses qui peuvent nous motiver, mais voilà. Ok. Il y a déjà des moments où tu dis, bon, ça y est, j'en peux plus, j'arrête. Non, franchement, Ok. franchement, peut-être à l'époque, quand je vous ai dit, on passait un moment un peu plus difficile. D'ailleurs, c'était aussi Ouais. aussi financièrement, c'était un peu difficile, etc. La communauté, ça bouge, ça, on voyait pas trop. Il y avait des petits challenges à droite, à gauche. Peut-être que ça m'a effleuré l'esprit, mais bon, Hachem, depuis très, très, très longtemps, j'ai pas eu ce genre de marchavot zarot, on dit. Oh, Hachem. Oh, Hachem, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux sur Chabad, dans ta communauté ou en général? Euh, La vérité, alors, je n'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé à cette question à l'avance, hein. Ok. Ce que j'aimerais que les gens, ils aimeraient. Ouais, dommage. euh, Attends, ça a coupé un peu. Ça a coupé. Est-ce que tu peux recommencer? Ah, excuse-moi. Désolé. Je rencontre des fois des gens. Mhm. Spécifiquement, j'ai une femme ici qui s'appelle Mia. C'est une D'accord. Israélienne. Sa mère, elle habite en Israël. Et elle me dit, Zalman, même en Israël, on n'a pas un Chabad comme on a ici. OK? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord deux choses. D'abord, Chabad, c'est pas moi. Chabad, c'est une philosophie et ça vient avec l'étude. Et les gens, s'y connaissaient plus la philosophie, l'étude, donc la chassidoute, ça ouvre les yeux énormément. Et numéro deux, des fois, on a pas, pour des gens qui sont dans une situation comme Mia, qui disent Ouais. fréquenter un Betrabat, rencontrer un peu avec le Shaliach, discuter avec lui, comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette personnalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette philosophie, euh, étudier les petits passages de Chassidut, du Tanya, tout ça. Voilà. Ok. Super. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? J'aurais ramené le Mashiach. Ah oui, mon cher. Ok. Super. Deal. C'est bon. C'est bon. Après Covid, quelle vision tu as pour ta communauté dans les 5 ans à venir? Euh, Après Covid, numéro un, c'est reprendre de plus en plus. Je pense que les gens, le Covid, ça nous a appris deux choses. En tout cas à moi. Et je pense, non pas à moi, je pense en général, aux gens. D'abord, ça a appris au monde la force du pouvoir communautaire, l'importance d'appartenir à une communauté, dans le bon côté et dans le mauvais côté. Le Covid, ça a montré que la communauté, le fait d'être beaucoup ensemble, ça peut propager le virus, et donc on doit séparer les gens. Du coup, les gens, ils ont réalisé comment le concept communautaire, c'est pas une communauté, c'est pas juste une chose extra comme ça, c'est une chose qui dans la vie, ça peut faire un changement énorme dans le monde. Et donc, Ouais. je pense que l'importance communautaire, le concept de la communauté a pris une importance beaucoup plus grande depuis le Covid. Donc, après le Covid, il me semble que les gens ils vont être beaucoup plus ouverts. Ils vont demander plus de réunions, plus d'événements. Ils vont comprendre l'importance d'être assis dans la même salle et de discuter. Ça, déjà, ça n'a pas de prix. Après, le thème de l'événement, c'est déjà une autre Bien question. sûr. Ouais, ouais. Et deuxième chose, on a aussi appris que lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, eh ben, on n'est pas limité aux gens, à notre cercle, mais avec le Zoom, avec le Facebook, avec l'Internet, avec le côté virtuel, on est capable de toucher beaucoup plus de monde. Et Ouais, voilà, même vous, à Israël, je ne vous aurais pas connu, enfin, je vous connaissais un petit peu avant de vue, mais on n'aurait pas eu cette interview. Probablement qu'on n'aurait pas eu cette ouais, interview. ouais, ouais, absolument. Et de la même façon,
Les shiurim qui commencent à être beaucoup plus. Moi, même avant le Covid, je commençais déjà à faire les shiurim sur Facebook. Mais j'ai remarqué que depuis le Covid, plein d'amis à moi, ils ont tous commencé à faire en live sur Facebook. Là, maintenant, j'en ai marre. Quand je vais sur mon Facebook pour motiver, je vois que des Dvar Torah à droite et à gauche de tous les rabbins. J'en peux plus. Donc, ça, c'est la deuxième chose du Covid. C'est qu'après le Covid, les gens ils vont comprendre que l'événement physique est tellement important, mais il ne faut pas se limiter au côté physique. On peut propager, on peut répandre ça même plus loin. Quelqu'un qui ne peut pas venir à l'événement, il pourra peut-être le suivre sur Zoom ou sur truc. Donc, ce côté qui est aussi quelque chose de nouveau pour le monde entier, pour la majorité du monde, que je pense qu'il va affecter notre vie après le Covid. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir je sais pas, dans les 5 ans à venir dans ta communauté à toi en particulier? Nous, personnellement, dans notre communauté, on a beaucoup de jeunes familles avec des enfants. On a beaucoup de gens qui aimeraient venir, mais qui ne peuvent pas venir. Et depuis même cette dernière année, en tant que Covid, on a fait des brit mila, des bar mitzvah, des trucs. Moi, je m'attends à ce que dans 5 ans, la communauté de la rive sud et de Brossard, elle grandisse. Peut-être doublée. Peut-être si ce n'est pas doublé à 600 personnes, mais au moins de 300 à 400 personnes. Et ce n'est pas forcément la quantité de gens, parce que dans les gens qu'on a, il y a beaucoup qui ne sont pas directement impliqués dans le Chabad, qui ne nous fréquentent pas régulièrement. Mais je pense que la tendance de fréquentation du Chabad va grandir. Et donc, éventuellement, la place qu'on a aujourd'hui va devenir trop petite dans 5 ans. Donc, si on réécoute ça dans 5 ans, j'espère que je ne me trompe pas, que du coup, on aura besoin soit d'agrandir nos murs dans le même endroit, soit éventuellement, Bezrat Hashem, d'acheter, parce que là, ici, on loue, d'acheter une place, une grande place, qu'on a les cours du dimanche, que ce soit 8 enfants, que ce soit 15, 20 enfants, peut-être de plus d'événements en semaine pour les enfants. C'est des choses qu'on voulait faire avant le Covid, on n'a pas pu le concrétiser. Des petits ateliers pour après l'école. Enfin, grandir ce côté communautaire, que le Chabad de la Rive-Sud, il puisse encore plus ramener du bonheur, ramener du bon dans la vie, dans les familles, dans les couples, dans les gens ici sur la Rive-Sud, et que voilà, les gens puissent de plus en plus grandir et profiter de ce cadeau qu'on a tous. Super. Et pour ta famille, quelle vision pour ta famille dans 5 ans? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Non, je plaisante. Beaucoup d'argent aussi. Mais pour ma famille, je ne suis pas sûr dans quel sens la question elle est posée. Mais écoute, aujourd'hui, je vais te dire, voilà, je vais répondre. Mes enfants, ils sont à l'école. Déjà, on a tous cette même expérience. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand j'avais mon premier bébé, je n'avais jamais pensé un jour d'avoir une fille qui fait cette taille-là, qui a sa bat mitzvah. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à m'imaginer est-ce que mon fils qui va partir à la yeshiva, enfin, tout ce concept d'un enfant qui part, enfin, va avoir la vie qui continue, le mariage, tout ça. Donc, c'est des choses que le cerveau il n'est pas prêt à entendre et à comprendre et à accepter. Mais on a compris aujourd'hui. J'ai 38 ans. C'est ça, 38? Ouais, je crois. Je ne sais pas. Je peux pas. Voilà, on peut mon anniversaire récemment. Je ne sais plus si j'ai 38 ou 39. Non, j'ai 38 ans. Donc, comment dire, aujourd'hui, tu réalises, c'est un âge quand même. 38 ans, tu n'as plus 20 ans. Ouais. Plus jeune, mais ça va. On n'a pas dépassé la cinquantaine. Donc, tu réalises que la vie, c'est une série de progressions. Et autant que tu veux planifier ton avenir, ta planification ne sert à rien. C'est pas qu'elle sert à rien, c'est qu'elle fait partie de ta vie pour aujourd'hui. Pour bien vivre aujourd'hui, tu as besoin de planifier ta vie de demain. Mais ça ne veut pas dire que ton plan de demain, il va se réaliser. Ce n'est même pas important s'il se réalise ou pas, on s'en fout. Ouais. L'important, c'est que tu as un objectif, tu as un goal, tu as quelque chose, tu as un endroit où tu vas. Mais après, ce qui va vraiment se passer, c'est Dieu, c'est les événements de la vie. C'est voilà, on a vu avec le Covid, tout qui se chamboule, tout qui se chamboule. Donc, voilà, c'est savoir que la vie, elle nous prépare des surprises, que ce qu'on a aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir dans 5 ans. On va découvrir encore dans 5 ans des choses magnifiques. Et
voilà, personnellement, je suis pressé de découvrir tout ça. Je suis content de faire partie de ce chemin. Ok, Bezrat Hashem. Amen. Un dernier message avant de partir? On va se dire au revoir. Ah, ça, je l'ai encore. Okay. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Un dernier message avant de partir? Je ne sais pas si c'est chez moi ou si chez vous, ça bloque un peu. Un des deux. C'est les deux. Je me suis approché un peu de ma source internet. Un Ok. dernier message. Euh, un dernier message pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, euh, voilà, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut apprendre à apprécier la vie. La Torah, le judaïsme, moi qui est rabbin, je représente un peu comme rabbin le judaïsme. En réalité, le judaïsme, c'est seulement une façon, ça ne doit pas enlever de notre personnalité, ça doit seulement rajouter. C'est une façon d'apprécier encore mieux la vie, de donner un sens à notre vie. Et donc, voilà, je pense que le message, c'est apprécier la vie, apprécier chaque moment. Et surtout, ne lâchez pas vos ambitions, faites ce que vous aimez et voilà, toujours avancer dans la vie. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, plein d'atslacha. Un très grand bâtiment très bientôt. Beaucoup Amen. des enfants et de succès dans la shlichut et que des bonnes choses. Merci beaucoup pour cette interview. Aslacha pour vous aussi. Amen. Et Merci. voilà, pour tous ceux qui nous suivent aussi. Merci. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.